personnes qui les ont instituées. Cette fonction de légitimation, elle agit au travers de deux types de légitimité. Une légitimité expert d'abord, une légitimité démocratique ensuite, et je termine par là. Une légitimité expert d'abord, des enquêtes sociologiques, on peut montrer que les acteurs institutionnels attachent d'emblée une forme de scientificité aux indicateurs produits par des institutions publiques. Une légitimité démocratique ensuite, c'est-à-dire que, et c'est la théorie de l'État qui nous l'explique, un indicateur établi par une norme est d'autant plus légitime que la vision du contrat social qu'il véhicule doit correspondre à l'intérêt général. Je n'entre pas dans le détail, mais donc le passage par une norme délibérée, gouvernementale ou législative, donne une forme de légitimité démocratique, certes variable, à un indicateur. Je conclus alors en revenant sur les deux mouvements de cette intervention. 1. Les indicateurs sont des instruments d'une normativité propre, qui n'empruntent pas nécessairement la voie classique du droit. Ils ne relèvent pas pour autant d'une logique privée ou publique en soi. Des modèles d'hybridation et d'appropriation réciproque existent. 2. Il y a toutefois une spécificité d'une institutionnalisation publique. Je n'ai pas mentionné les désavantages d'une institutionnalisation publique, ni le succès réel de ces institutionnalisations publiques. Il y a une spécificité qui existe, c'est la suivante. Une gouvernance par le droit d'une gouvernance par les indicateurs existe. Elle vise à légitimer et stabiliser ces indicateurs. Je vous remercie pour votre écoute et prendrai plus tard, avec plaisir lors du débat, vos éventuels commentaires. Merci Norman, et nous en arrivons ainsi à la troisième intervention de ce premier panel, celle de Jean-Benoît Mézin. Jean-Benoît a été longtemps notre collègue, il l'est encore, il le sera sans doute un peu toujours, docteur de Saint-Louis. Il nous fera entrer dans un autre domaine du droit, avec le droit du travail. Jean-Benoît, la parole est à toi. Merci beaucoup Diane. Bonjour à tous et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui après toutes ces aventures. Je vais vous parler aujourd'hui de la négociation collective de travail à l'épreuve du droit des marchés publics, comme vous le voyez dans l'intitulé. Alors autant être précis pour savoir de quoi on parle et de ne pas parler de toute la négociation collective de travail, qui est un vaste champ qui présente des aspects publics et privés intéressants, mais c'est un débat très vaste et donc je vais me concentrer sur une institution dont peut-être vous n'avez encore jamais entendu parler, ou en tout cas qui est peut-être un peu plus caché ou méconnu. Ce sont les fonds de sécurité d'existence. Qu'est-ce qu'un fonds de sécurité d'existence? C'est une institution qui naît au XIXe siècle, au moment où la sécurité sociale émerge. Elle rencontre des besoins sociaux, mais pas tous encore. Et les fonds de sécurité d'existence sont des organismes sectoriels, ils appartiennent donc à la branche d'activité, et ils viennent compléter l'action de la sécurité sociale. En tout cas, les deux se structurent de façon un petit peu parallèle. Alors, les activités de ces fonds sont vastes. Comme je le dis, il s'agit d'un fonds financier qui vient parfois, par exemple, rajouter une somme d'argent à la somme d'argent payée par l'Office national de l'emploi quand le travail s'interrompt dans un secteur pour des raisons qui sont liées au travail lui-même. Dans la construction, on ne peut pas travailler tout le temps. Par exemple, lorsqu'il fait mauvais, lorsqu'il pleut, lorsqu'il gèle, on ne peut pas faire des opérations techniques pratiques. Et le fonds de sécurité d'existence vient ajouter une somme d'argent. Les micros ne fonctionnent pas, donc si vous ne m'entendez pas au fond... Il fonctionne. Ah, il fonctionne, pardon. On avait l'impression d'ici qu'il ne fonctionnait pas, mais alors si vous m'entendez mieux avec le micro, j'essaie de parler dans le micro. Alors les activités de ces fonds sont assez vastes. Par exemple, dans la construction, là où il est peut-être le plus important, il en vient même à donner des avantages pour les travailleurs au moment d'avoir un crédit hypothécaire. Il sert de fonds de pension complémentaire, il sert aussi de fonds de formation. Quand les travailleurs ne travaillent pas, ils peuvent se former, et donc ce sont plusieurs centaines de milliers, de très nombreuses heures de formation qui sont chaque année dispensées. Quelle est la nature de ces fonds, publics ou privés? Il s'agit d'une construction spontanée de la négociation collective de travail, certains disent ça. En tout cas, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un élan de structuration du monde de la négociation collective et le législateur s'intéresse à ces fonds et veut leur donner un cadrage, un encadrement. Et les juristes, notamment du Conseil d'État, à ce moment-là, se posent la question de la nature. S'agit-il d'un organisme privé ou d'un organisme public?
Alors, ils sont hésitants, ils ne savent pas trop. À ce moment-là, on ne sait pas trop encore si on va ranger la sécurité sociale dans le droit public ou dans le droit privé. Ce qui est intéressant, je pense, c'est de lire dans les travaux du Sénat à ce moment, de lire le passage suivant, c'est de dire les appréciables services rendus aux travailleurs par les fonds de sécurité d'existence et le puissant élément de progrès social qu'ils constituent imposent que soient aplanies les difficultés qui s'opposent à leur bon fonctionnement. Peu importe leur nature privée ou publique, la finalité qui est reconnue à ce moment-là et le fait qu'ils y participent impose aux législateurs, presque de l'extérieur, qui trouvent des solutions à leur bon fonctionnement. Parmi le bon fonctionnement, il y a un élément qui est particulier quand même dans ces fonds qui sont une émanation privée, spontanée de la négociation collective, je vous disais, c'est le fait qu'ils sont financés par la voie publique. C'est-à-dire qu'au sein des commissions paritaires, on peut presque établir un impôt sectoriel. J'utilise le terme de façon abusive, mais presque établir un impôt sectoriel et mandater l'ONSS de récolter cet impôt sectoriel qui est reversé à l'organisme. Il y a donc tout le circuit public de la perception des cotisations de sécurité sociale qui est utilisé au bénéfice du fonds, et la loi le prévoit. C'était déjà le cas avant de façon spontanée, et la loi le consacre, l'encadre, et prévoit qu'il s'agit de quasi-cotisation de sécurité sociale. On est donc face à une institution un peu particulière, et le temps passe, et l'environnement juridique évolue, notamment avec l'intégration européenne et aussi l'apparition d'un droit européen de la commande publique. Donc je passe plusieurs décades. Après l'adoption de la loi sur les fonds de sécurité d'existence dans les années 50, les directives sur les marchés publics apparaissent. Et notamment celle qui est en vigueur actuelle, la directive 2014-24 sur le droit des marchés publics. Et cette directive va définir le champ d'application du droit de la commande publique. Elle est intéressante parce qu'elle va nous dire ce qui est public ou plutôt dans le champ de la directive et ce qui ne l'est pas. Et on peut regarder les fonds de sécurité d'existence au regard de cette directive. Alors, la directive nous dit qu'il existe un concept qui est l'organisme de droit public qui définit donc le périmètre d'application de celle-ci. Et qu'est-ce qu'est un organisme de droit public selon cette directive? C'est un organisme qui est, doté de la personnalité juridique, qui ensuite poursuit des activités autres qu'industrielles ou commerciales. Et la troisième branche de la définition de la directive 2014-24, c'est une alternative. Ceux qui font du droit des marchés publics connaissent ça sans doute par cœur. Elle est ou bien financée majoritairement par l'État ou bien les autorités, ou bien sa gestion est contrôlée par les autorités publiques de la même façon que ceux-ci contrôlent leurs propres services. Donc il y a une double branche dans cette notion d'organisme de droit public. Soit on est financé par l'État, soit on est contrôlé par celui-ci. Celui-ci jouit d'un contrôle analogue. Vous voyez directement la difficulté survenir, c'est que le canal de financement des FSE, je dis FSE pour faire court, pourrait prêter à penser qu'ils sont financés par l'État. Ce sont des cotisations de sécurité sociale qui sont établies par des organismes privés, les représentants des travailleurs et des employeurs dans une commission paritaire, mais cet argent est perçu par la voie publique, il est prélevé par l'ONSS. Et justement, un juriste du CIRC qui a participé aux travaux du séminaire ici, actif dans le droit des marchés publics, qui a notamment co-dirigé l'ouvrage précédent, nous explique que le simple fait que l'argent transite par la voie publique, au départ d'une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union, le simple fait que l'argent transite par la voie publique lui donne la qualité de financement public. Et donc le simple fait que l'argent soit prélevé par l'ONSS soumettrait tous ces organismes de la négociation collective de travail au droit des marchés publics. Donc voilà une réponse juridique au départ du droit des marchés publics actuel. Si vous me suivez, il y a donc une construction spontanée de la négociation collective des années de la fin du 19e siècle, consacrée par le législateur dans les années 50, et à laquelle on impose une qualification qui la fait rentrer dans le champ d'application de la directive sur les marchés publics, selon les termes actuels et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union. Alors, la difficulté, autant que je puisse que j'ai pu investir un peu le terrain, c'est que les fonds de sécurité d'existence, ou un certain nombre d'entre eux, n'appliquent pas cette réglementation. Ils en appliquent certains principes, des principes parallèles comme la transparence, la publicité, mais par exemple un fonds du secteur des assurances, dont on ne peut pas douter qu'il a envie de se conformer à l'application du loi, n'applique pas la directive sur les marchés publics dans ses propres activités. Contrairement à une analyse assez
directe du droit des marchés publics qu'on pourrait faire au départ de la doctrine. Il y a donc une difficulté à résoudre. Comment résoudre cette difficulté? Et c'est ici que 3 voies peuvent s'offrir à nous. J'en liste 3, vous pourriez bien sûr en rajouter d'autres, mais 3 voies, à première vue, sont possibles. Il y a la voie de la doctrine en droit des marchés publics, comme je vous l'explique ici, d'utiliser le raisonnement pointu de notre collègue Bruno Lombard, en droit disant que dès que l'argent transite par l'ONSS, il faut appliquer le droit des marchés publics. On pourrait utiliser un autre raisonnement qui est tiré d'un autre de nos collègues du SIEJ, ou plutôt du livre qu'il a traduit d'un théoricien nord-américain, Lon et Fuller. Jérémy a traduit l'ouvrage de ce théoricien du droit nord-américain qui nous explique que à chaque type de problème, intrinsèquement est lié à un mode de résolution. Lon et Fuller pourraient être qualifiés dans ce sens de jus naturaliste procédural, c'est-à-dire que naturellement, chaque problème, par ses caractéristiques propres, appelle un mode de résolution. Et le juriste nord-américain nous dit qu'il y a donc 3 modes d'ordonnancement, le contrat, les élections et l'adjudication. Le contrat, c'est plutôt l'ordre de la négociation. Les élections passent plutôt par le vote. Et enfin, l'adjudication passe par la présentation de preuves et d'arguments motivés. Et il nous dit il y a dans le monde plusieurs types de problèmes, et particulièrement les problèmes qui ont la caractéristique d'être polycentriques, de présenter une multitude d'enjeux enchevêtrés, appellent le mode de résolution via le contrat, par le mode de la négociation. Celle-ci est plus adaptée à ce type de problème. Dans les modes d'ordonnancement de Fuller, on pourrait relier le contrat et la négociation à la négociation collective de travail, qui est une forme de prise en jeu de tous les enjeux globalement et de tentative de réponse. On pourrait aussi relier l'adjudication, c'est le terme en anglais que Fuller utilise, le terme adjudication mais anglophone. Le traduire en français est difficile parce qu'il le prend de façon très large et c'était sans doute une difficulté de Jérémy au moment de traduire l'article, son livre. Mais on pourrait relier l'adjudication au mode de résolution via le droit des marchés publics, qui est plutôt une procédure de présentation de preuves, comme quoi on remplit les critères d'un cahier des charges et d'amener des arguments motivés au terme de laquelle l'entité adjudicatrice rend sa décision. Et donc au regard de la théorie de Fuller, il serait possible, et donc au départ d'une théorie du droit, de donner une autre réponse que celle qui est proposée par la doctrine de droit des marchés publics. Donc voilà déjà 2 pistes. Il y en a une troisième, il y en a sans doute encore beaucoup d'autres, mais une troisième que je peux en tout cas esquisser dans cette intervention, c'est de revenir aux travaux de Lischatzer de 1958. En fait, les discussions législatives se sont étalées sur plusieurs années. Il y avait là une autre motivation, ce n'était pas une motivation de droit positif, c'était moins une motivation de théorie du droit. J'ai déjà lu la phrase des travaux du Sénat où on dit que les appréciables services rendus aux travailleurs et le puissant élément de progrès social imposent de résoudre la difficulté. En fait, l'idée il ne faut pas mettre des bâtons dans les roues de ces structures spontanées, il faut juste trouver des solutions juridiques qui leur conviennent au vu de la finalité qu'ils poursuivent et du fait que sans doute ils poursuivent cette finalité. Alors sans doute que les enjeux de 1950 ne sont pas les mêmes que ceux de 2020 et qu'à l'époque il y a l'idée de la constitution d'une société salariale et de tout ce qui va autour, notamment la prévention contre le risque des travailleurs salariés, et qu'il y a une espèce d'union parmi tous les membres du Sénat pour poursuivre et pour réaliser cette finalité. Mais donc un troisième mode de résolution semble être, en s'inspirant des travaux du Sénat en 1958, de se dire quelle est la finalité que peuvent poursuivre ces fonds. Peut-on y attacher une finalité? S'agit-il d'une finalité qui fait consensus de façon suffisante pour pouvoir seulement chercher des solutions à leur fonctionnement et donc de réfléchir sur la base de la finalité. J'en termine ici. Donc, vous avez entendu parler d'une construction que peut-être vous ne connaissiez pas encore, qui est assez massivement présente dans le monde des relations collectives de travail, des difficultés d'application au regard du droit des marchés publics, de certains éléments intéressants de théorie du droit,
et aussi des questions que se sont déjà posées les juristes dans les années 50 au regard de leur qualité publique et privée et qui permettent d'éclairer aujourd'hui nos travaux. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne question-réponse et je laisse la parole à Diane. Merci Jean-Benoît. Nous voilà donc à l'issue de ces 3 premières interventions diversifiées, riches bien sûr. On a un bon petit quart d'heure pour en débattre. Donc y a-t-il des questions à nos oratrices et orateurs? Je vois dans le public divers spécialistes de leurs questions. Oui, je vois au fond Nicolas, Bernard.